Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Je vais raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube. La chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube exclusive où on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Facebook c'est DMG TV. TikTok c'est DMG TV où on fait des directs tous les mercredis et les vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Ici, on poste uniquement les histoires mystiques. Donc, si tu as une histoire mystique, n'oublie pas d'envoyer. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Toujours laisser un like. Merci pour la force. Et donc, maintenant, on va passer à la première histoire. Bonjour à la famille DMGTV, bonjour à DMGTV. Et comme d'habitude, on commente, on like, on partage. Tout ce qu'on fait, c'est dans le but de sauver vraiment, de sauver la famille, la belle race africaine. Ok, donc l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire, cette histoire a été racontée par ma petite sœur. C'est l'histoire d'une de nos cousines quand elle était encore infirmière au Cameroun, à Yaoundé plus précisément. Alors, qu'est-ce qui se passe? Notre cousine nous raconte, elle nous dit que un jour, elle était à l'hôpital. Une dame arrive, elle était vraiment paniquée, elle était à pleurer. Et elle disait, aidez-moi, aidez-moi, mon cœur se coupe, mon corps se coupe. Alors, bien sûr, elle arrive là directement aux urgences. Notre cousine alerte les médecins, les autres médecins qui étaient un peu occupés par d'autres patients viennent là. On amène la femme dans la salle de consultation, on veut la consulter, on demande Madame déposer. Elle tenait sa Bible, elle tenait une Bible contre sa poitrine qu'elle serrait très fort et elle faisait que répéter sauvez-moi, sauvez-moi, mon cœur se coupe, c'est comme si mon corps va se couper. Et elle disait, Seigneur, sauve-moi, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ne me laisse pas, sauve-moi, sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi. Et elle répétait ça incessamment. Alors, ils essaient de lui prendre l'anamnèse, donc de lui prendre les trucs et tout ça. Et puis après, ils passent aux paramètres. Donc, l'anamnèse, c'est l'historique en fait du patient, l'historique des maladies, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et puis après, ils essayent de prendre, de prendre les paramètres. On la branche rapidement, aux appareils, déjà électrocardiogramme et tout ça, tensiomètre pour pouvoir, on prend sa tension, on la branche au truc. Mais elle ne voulait pas lâcher sa Bible. On essaie de dire non, madame, lâchez la Bible, donnez-nous, donne, je pose. Elle ne voulait pas lâcher sa Bible. Elle ne voulait pas lâcher sa Bible. Et elle répétait sans cesse ces trucs-là. Alors, les médecins se rendent compte qu'à un moment, elle, comme elle disait, sauvez-moi, sauvez-moi, oh mon Dieu, sauve-moi, sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu, sauve-moi. À un moment, elle commence à dire, Dieu, sauve. Dieu, elle bute sur les mots en fait. Donc ils se sont rendus compte, oh mon Dieu, c'est déjà un début d'AVC, elle est en train de nous faire une AVC là ou un truc comme ça. Et quand peut-être un malade bute déjà sur les mots, on se dit que le cerveau, est-ce qu'il y a la présence d'un caillot qui est en train de boucher à un endroit et tout ça, d'un caillot de sang qui bouche à un endroit déjà. Bon, en tout cas, bon, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Alors, rapidement, on lui demande, ok, madame, vous avez l'assurance? Elle dit, elle n'a pas l'assurance. On lui demande, vous avez l'argent sur vous? Elle dit que non, elle a juste un peu d'argent. Ça l'a pris comme ça. Elle est rapidement arrivée à l'hôpital. Sans plus aller chez elle et tout ça. Elle est directement entrée à l'hôpital. Elle devait être dans une église ou un lieu de prière, un truc, parce qu'elle avait sa Bible contre elle. Alors, les médecins savent que dans cet hôpital-là, dans cette clinique-là, il y avait, parfois il y a des dons, et à partir de ces dons, on peut s'il y a peut-être les dons et c'est suffisant, on peut aider les cas aussi urgents. On peut aider les cas urgents. Alors, le médecin sort rapidement pour voir déjà si tous les trucs sont prêts, s'il y a peut-être quelqu'un a déposé un don, un truc comme ça. Il sort rapidement s'occuper de ça pendant que ma cousine était restée dans la salle. Elle était dans la salle, elle surveillait
les données sur l'appareil, sur l'écran de l'appareil. Et la femme était toujours là, elle balbutiait, mais c'était devenu un peu inintelligible ce qu'elle balbutiait. Mais elle était toujours en train de demander en grosso modo à Dieu de la sauver. Un monsieur entre alors, il dit à ma cousine, un monsieur entre avec son truc de médecin. Donc le médecin entre en fait. Mais elle ne le reconnaît pas parce qu'elle ne l'a jamais vu. Il entre que bonjour, je suis docteur tel, je viens de l'hôpital tel, on nous a signalé une urgence ici. Et elle reconnaît l'hôpital, le nom du médecin, elle écoute, il vient, il avait son sac pour sculpter là, il pose, il ouvre, il sort des trucs, il pose là, elle regarde, elle trouve certains des instruments qu'il sort étranges, mais bon, vous voyez un peu, il y a urgence, il y a truc dont le stress et tout ça, tu n'as pas le temps de te poser des questions comme attends d'abord, en fait c'est quoi, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Et tout ça en parlant, bien sûr, il parle à la patiente et il parle aussi à ma cousine. Non, ça va aller, bon, madame, ça va aller, calmez-vous. Je vais faire ceci, je suis docteur tel et tout ça. Il reprend donc il prend l'attention, il demande à ma cousine certains des paramètres, elle les récite. Il sort. Il prend une seringue et elle dit que c'était la première fois qu'elle voulait une seringue avec il met l'aiguille avec le bout de l'aiguille aussi gros. Elle dit qu'elle a regardé, elle dit attends, ça c'est quoi ça? Et il injecte, il injecte, il tire et à un moment, ma cousine dit qu'elle entend quelque chose comme plouf. Un peu comme si quelque chose s'était bloqué au niveau du bout de la seringue et puis après a été expiré, a été sucé. Elle entend un truc comme ça. Et puis après, il retire, pose le truc, il ferme la partie, il dit bon, voilà ce que vous allez faire. Il fait d'autres trucs. Là, ma cousine, elle était à un moment, c'était un peu comme si, tu vois, tu ne te rends pas compte, le temps est un peu bizarre. Elle le voyait faire, elle l'écoutait, mais dans un nuage en fait. Elle ne sait pas ce qui s'est passé à ce moment-là, dans un nuage. Et il fait alors l'ordonnance. Donc il lui dit, donc il lui récite l'ordonnance. Ok, vous allez lui donner ceci, cela, voilà, et voilà tel médicament à telle heure, de telle heure à telle heure, vous allez faire ceci, suivez son truc. Et voilà la diète qu'il faudra qu'elle prenne pendant un certain temps. Il faudra donner aussi tel aspirine numéro papa pour pour je ne sais pas comment je peux traduire ça, un peu comme liquéfier le sang, donc prendre le sang un peu plus liquide, parce que quand il y a présence de trompe, ça veut dire qu'il peut y avoir d'autres et tout ça. Généralement, il y a l'aspirine, il y a une aspirine qu'on donne, les cardiaques vont sûrement savoir de quoi je parle, pour pouvoir rendre le sang un peu plus liquide. Donc, il récite ces trucs-là, la cousine rapidement, elle écrit et tout ça. Et le médecin et le monsieur ferment et ma cousine se rend compte que les appareils, tu vois, les trucs, les paramètres sont déjà en train de se normaliser. Tout ça, tu dis waouh, c'est en train d'aller. Et la femme aussi n'était plus trop agitée, elle se calmait un peu et respirait posément. Elle se dit oh, waouh. Et puis le monsieur, il dit au revoir, il part. Quelques minutes plus tard, l'autre médecin entre. Oui, on a trouvé, il y a un peu de fond là et tout ça, on pourra faire quelque chose, mais il faut qu'on appelle un autre hôpital qui apparemment avait un plateau technique plus fourni, un truc comme ça. Mais il en dit, regarde, il voit que les appareils, les paramètres sont en train de se normaliser. Il voit, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Et il voit le truc sur, au niveau de la carotide de la dame. Il dit, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et notre cousine, en fait, elle ne savait pas quoi expliquer. C'est un peu comme si son cerveau avait été bloqué ou bien elle était dans les vapes et tout ça. Elle essaye d'expliquer. Elle dit que bon, c'est le médecin qui est sorti, le médecin qui est venu là, il a fait telle chose, il a fait, je l'ai vu faire telle chose et tout ça, il a fait telle chose à tel niveau. Elle était en train de montrer. Le médecin la regarde, dit, de quoi est-ce que tu parles? Quel médecin? Elle dit non, celui qui est sorti, vous l'avez rencontré quand vous sortez. Quel médecin? Il sort. Enfin, il se bouscule presque au niveau de la porte parce qu'elle voulait regarder, parce que le couloir, la clinique, le couloir était un peu là. Elle se disait que bon, elle a quand même peut-être le voir tourner tout ça. Elle ne voit personne. Elle court vers le bout où les infirmières s'asseyent. Il y a une table au bout du corridor, à l'angle, où les infirmières parfois s'asseyent souvent là pour prendre un peu d'air. Il y a un médecin qui vient d'arriver. On dit que comment ça, personne n'est passé ici. Hein.
Pardon, non, personne n'est passé. C'est juste le médecin tel qui est sorti de tel bureau et puis il est entré là-bas au truc de non, personne n'est passé. Comment ça? Elle ne comprenait pas parce qu'elle se disait dans quel pétrin, sale pétrin je me suis mis, j'ai permis qu'un étranger vienne toucher un patient. Si quelque chose arrive maintenant, on va me demander qu'est-ce que mademoiselle, qu'est-ce que vous faisiez là, qui est le monsieur que vous avez permis d'entrer là, qu'est-ce qu'il a fait à la patiente. Elle panique. Elle dit que non, il était comme ceci, il a fait, il a fait. On dit, ma chérie, personne n'est passé. L'autre médecin la regarde aussi, regarde à la gauche. Et elle en repartant, elle dit qu'elle a même ouvert la porte des autres, les quelques portes qu'il y avait là. Donc, pour regarder à l'intérieur, elle se disait que peut-être que le monsieur était entré dans la chambre d'un autre patient. Il n'y avait personne. Elle se dit, non, mais attends, je rêve ou quoi? Et, et heureusement, les infirmières, les médecins et tout ça l'ont calmé. Ils ont dit que non, non, non. Ils ont seulement dit non, ça arrive. Nous avons déjà eu des cas comme ça, c'est rare, mais nous avons déjà vécu de pareilles situations. Et ils disaient, il riait même, il blaguait, il disait que, en tout cas, la dame, si elle a un grand-père ou une grand-mère très, 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 très forte qui est venue pour la sauver. Ça doit être un de ses grands-pères qui est venu la sauver. Ça doit être un de ses grands-pères. Ça arrive, il y a des trucs comme ça, des cas inexpliqués que nous avons déjà eu à vivre. Ça doit être un grand-père qui est venu la sauver. Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Donc, la famille, honorons nos ancêtres. Honorer nos ancêtres, ça veut dire tout simplement penser à se souvenir d'eux, parler d'eux, demander des choses sur eux, comment est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils aimaient faire, quels sont les conseils qu'ils donnaient souvent. Tout ça, c'est les honorer. Donc, parler, ne pas les oublier, en fait. Ne pas les oublier. Et ceux qui sont dans la tradition, qui vont au village pour verser les crânes, qu'ils le fassent. Ceux qui vont sur les tombes arroser, planter des fleurs et tout ça, faites-le vraiment. Parce que nos ancêtres, comme on le dit si bien, nos ancêtres ne sont pas vraiment morts. Hein. Ils sont parmi nous, ils nous aident souvent. Et il y a une situation qu'on a vécue là, je ne pourrais pas vous la raconter malheureusement parce qu'elle est encore très chaude. Ok, passez une bonne journée. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour. C'est la première fois que je monte comme ça, que j'envoie une histoire. Et l'histoire me concerne personnellement. Avant toute chose, je demande aux gens de liker, de partager et d'éviter d'autres amis, quoi. Voilà. Donc l'histoire me concerne. Je suis venue en France il y a 3 ans parce que j'ai un enfant qui est en situation de handicap et du coup j'ai dû tout abandonner dans mon pays pour venir en France et tout parce que là l'enfant est pris en charge et tout, donc ça va. Mais quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à faire des démarches et tout ça. Et les gens me disaient, dans ta situation, ça va aller vite et tout. Vu que ton enfant est en situation de handicap et tout, généralement, ils sont prioritaires et tout. Donc moi, il n'y avait pas de problème. J'étais venue, mon enfant commençait à recevoir les soins et tout, donc moi ça va. Mais je fais les démarches qui sont censées durer 1 mois comme ça. Pour moi là, ça fait près de 6 mois. Je vais à la préfecture, je fais des demandes, on m'envoie des documents que je dois retourner après à l'OFI. Quand l'OFI reçoit le certificat médical de ma fille, l'OFI me dit, mais on a le certificat médical du médecin, mais c'est comme si vous n'êtes jamais passé à la préfecture. Vous n'êtes pas dans la base de données. Je dis, mais comment ça se fait? Parce que c'est la préfecture qui m'a donné le document que j'ai envoyé au médecin et que le médecin vous en dit, on ne comprend pas. On ne vous retrouve pas dans la base. Donc, demandez à la préfecture d'envoyer, de refaire le document, sinon de nous envoyer le document. Et donc, du coup, je vais à la préfecture, j'essaie de parler. Il y a une dame là qui veut rien entendre. Il faut comprendre un rendez-vous pour aller expliquer et tout. Donc, ça dure pendant 3 mois et après, j'ai un rendez-vous. Je refais la procédure. Ça dure encore.
Et le médecin retourne encore le certificat médical à l'OFI. L'OFI traite le document. Cette fois-ci, on me retrouve dans la base de données de la préfecture et tout. Et maintenant, on m'envoie un courrier pour venir chercher mon titre de séjour. Mais c'est un courrier que j'ai jamais reçu jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ça mettait du temps encore. 5 à 6 mois, on est en train d'aller dans 2 ans. Il n'y a toujours rien. Et donc, j'ai dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible que ça traîne autant. Quand j'en parle à l'assistance sociale, elle me dit, mais effectivement, il y a un problème. Parce que normalement, ils ont 1 mois pour traiter. Et quand c'est des documents qui concernent des enfants comme ça, en général, ça va vite. Et je ne comprends pas pourquoi, pour vous, ça met autant de temps. Je dis, ben, j'en sais rien. Et donc, c'est là, c'est en suspens comme ça. J'attends de recevoir une compte parce que je ne peux pas aller comme ça. Et du coup, je dors un soir comme ça. Et je fais un rêve. Et dans le rêve, je vois que je suis dans la rue. Puis je passe à côté d'abord, je suis dans la rue. Il a plu et moi je suis sortie après la pluie. Du coup, vous savez, dans les caniveaux, il y a de l'eau qui coule et tout. Et moi, je m'approche comme ça en marchant dans les caniveaux et je vois tout un tas d'enveloppes. Des enveloppes, comme un courrier ou des enveloppes. Et je me baisse, je ramasse et je regarde. Ben, c'est les enveloppes que j'attendais. C'était dans un caniveau. Donc, je récupère, je dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ces enveloppes, je les attends depuis. Cette convocation, je l'attends depuis. Pourquoi c'est dans le caniveau? Bon, c'est un rêve, donc j'ai récupéré les documents. C'est à partir du moment où j'ai récupéré les documents dans le rêve, dans le caniveau, que ma situation a avancé un peu. Que j'ai pu prendre un rendez-vous. Je suis partie à la préfecture et la dame me dit, mais depuis l'année dernière, ben on vous attend parce qu'on vous a envoyé des courriers pour que vous veniez justement et on n'est pas venu à des rendez-vous. Je leur ai dit, mais je n'ai jamais reçu ces courriers. Ils me disent, non, votre document il est prêt depuis. C'est pour vous dire que quand vous avez même l'impression que tout va bien dans votre vie, là, il y a toujours quelqu'un quelque part, tapis dans l'ombre, qui agit contre vous. Moi, je suis venue juste pour les soins de ma fille. Malgré ça, il y a quelqu'un dans l'ombre qui ose, qui m'attaque en fait, qui bloque mes documents, qui veut pas que... Et donc, c'est un peu ça mon histoire. On ne sait jamais. C'est-à-dire, ne vous croyez pas en sécurité. Que vous soyez près ou loin, que vous ne sentez pas que on vous attaque ou quoi. Mais vous êtes tout le temps attaqué en fait. Donc, il faut vraiment être sur la défense. Il faut vraiment être en prière. Et il faut dire que quand je suis arrivé ici, je me suis fait baptiser, je commençais à fréquenter une communauté, je prie, j'ai vraiment changé tout. C'est certainement ce qui m'a permis de voir dans le rêve que mes documents avaient été mis dans un caniveau et qu'il fallait que je récupère déjà ça pour pouvoir avancer. Sinon, nulle part j'allais pouvoir avancer dans mes démarches. Et par la grâce de Dieu, ça va beaucoup mieux. Et ça avance bien. Et je continue de prier parce que le Seigneur fait des merveilles pour moi ici et vraiment je bénis son nom. Merci beaucoup et à la prochaine fois. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 3e histoire. Bonjour la famille. Bonjour à tout le monde. Cela va dépendre de l'heure à laquelle vous allez écouter cette histoire-là. Je suis à Abidjan et quand j'étais enceinte de ma première fille, et il se trouvait que ma belle-mère était dans la région de Bio. Les Ivoiriens qui vont écouter ce vocal-là, ils sauront. Bio, c'est une autre localité de la Côte d'Ivoire. Ma belle-mère
Et son mari était installé dans un village vers Bio. Ils avaient leur plantation de cacao là-bas. Et comme j'étais enceinte, et c'était ma première grossesse, ma belle-mère a décidé comme ça que je parte vers elle pour qu'elle puisse s'occuper de moi pour les médicaments traditionnels, pour qu'elle puisse me suivre. Voilà, pour qu'elle puisse me suivre, tout et tout. Et je suis allée, j'étais là-bas avec ma belle-mère. Et un jour, on a attrapé un sorcier. Quand on a attrapé le sorcier, ils l'ont coincé, et il est passé aux aveux. Il dit que lui il est sorcier, hein? Que lui il est sorcier, que lui là, il n'appartient pas à un groupe de sorciers, que lui là, quand il a envie de manger, l'homme là, il a envie de manger la chair humaine là, que lui il tend les pièges, même entre les maisons. De la manière on tend piège en brousse pour attraper pour attraper le gibier, pour attraper les rats, pour attraper la gazelle. C'est comme ça, lui, il tend ses pièges entre les maisons. Que lui, il s'appelle Clé 14. Que son nom de sorcier là, que c'est Clé 14. Que lui, quand il a envie de manger la chair humaine là, il tend ses pièges entre les maisons. Or, ce village là, il y avait plusieurs communautés. Il y avait les Burkinabés, les Baoulés, les Yakuba. En tout cas, il y avait plusieurs ethnies là-bas. Mais lui, il dit, il n'a même pas besoin d'être dans la même famille que toi pour te manger. Si lui, il a tendu son piège, que tu es tombé dedans, il te mange. Donc, lui, c'est comme ça, lui, sa sorcellerie là, c'est comme ça, lui, il est. Que lui s'appelle Clé 14. Je vous assure, j'étais là, je regardais le monsieur là comme ça. J'ai regardé le monsieur là comme ça. J'ai dit, hein? On peut être sorcier jusqu'à ce point? Il dit, lui seulement pour lui là, il n'y a pas midi 14 ans, quand il a faim là, s'il y a longtemps il n'a pas mangé l'homme qu'il a envie de manger là, il tend piège entre les maisons, et puis il attrape l'homme, il mange. C'est depuis ce jour-là, DMG, c'est depuis ce jour-là, j'ai compris que on n'a pas besoin d'être de la même famille que quelqu'un pour que la personne là te fasse la sorcellerie. On n'a pas besoin de nos jours là, on n'a pas besoin d'être de la même famille pour que quelqu'un te fasse la sorcellerie. Et c'est comme ça ce gars là, que lui s'appelle Clé 14, qu'il ouvre toutes les portes. Voilà, il rentre partout, il rentre dans toutes les maisons. Qu'il est Clé 14. Et voilà. DMG. C'était là mon histoire. La morale de l'histoire, c'est de faire attention, de prier, parce qu'on n'a pas besoin d'être de la même famille que quelqu'un pour que cette personne-là nous fasse la sorcellerie. Voilà, c'était là mon histoire. Merci et à bientôt. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 4e histoire. Bonjour la famille, commentez, likez, partagez. Je vais raconter 2 petites histoires, une petite histoire et une plus grande. La petite histoire, on va l'intituler Le juron sous le soleil. Alors c'est un monsieur qui en avait marre de son épouse et qui ne voulait pas s'en séparer parce qu'ils avaient beaucoup de biens matériels. Alors un jour, il demande à l'épouse par ruse d'aller dans un champ. À cette époque-là, c'est une histoire qu'on m'a racontée, il n'y avait pas de téléphone. Dans les années 1990, il n'y a pas de téléphone portable et autres. Alors il demande à son épouse d'aller dans un de leurs champs qu'ils avaient, en friche quelque part, et qu'ils vont travailler là-bas. Alors, et que lui, il ira ailleurs et il viendra seulement la retrouver. Alors l'épouse, elle y va, elle va dans ce champ, elle va travailler, et il vient la rejoindre plus tard. Et dans le champ, puisqu'il avait l'intention de se débarrasser d'elle, il la découpe. Et en agonisant, cette dame lui dit, tu paieras pour ce que tu m'as fait. Il dit, tu vas parler, tu vas faire ça comment? Tu es en train de mourir, il n'y a personne. Il dit, voilà le soleil.
le soleil est mon témoin. Tu paieras pour ce que tu viens de me faire. Tu paieras. Et elle est morte avec ses paroles. Alors, des années plus tard, on a cherché l'épouse, on a tout dit, on a sorti toutes les théories. Il est resté avec les enfants, il s'est remarié. Et des années plus tard, 10 ans, 15 ans plus tard, un jour, il était là en train de prendre une bière avec ses amis et il était assis sous le soleil. Alors il dit, il boit et puis à un moment il s'exclame, il dit, il appelle le nom de son épouse, on va dire Mary. Il dit, Mary, tu avais dit que le soleil sera ton témoin. Voilà 15 ans que je t'ai tué, je t'ai enterré à tel endroit. Pourquoi le soleil n'a jamais témoigné pour toi? Et tout le monde le regarde et il se rend compte de la bourde qu'il vient de faire. Et rien à faire, on l'a harcelé, on l'a attrapé, on l'a mené à la police. Et après un interrogatoire musclé, il a avoué les faits et le corps de cette dame a été retrouvé et on l'a enterré. On va passer là à la deuxième histoire. La deuxième histoire, c'est celle d'une aînée du quartier. On va l'intituler l'œuf de la virginité. Alors, cette grande sœur du quartier, à cette époque, elle avait 15 ans. J'étais un peu plus jeune, hein, c'est mon aînée de moins de 10 ans. Donc, elle avait 15 ans et elle a fugué. Elle allait s'installer chez un garçon dans un quartier de Yaoundé. Un garçon de la région du centre, elle était de la région de l'ouest. Et quand elle s'installe chez ce garçon, elle arrête ses études. Parce que c'était une lycéenne brillante. Elle arrête ses études. Les parents ne comprennent rien. Les parents ont mis du temps, on l'a cherché. Et c'est une de ses copines qui dit qu'elle avait un petit ami. Et on fouille, on va la retrouver chez ce petit ami. Les parents font tout un scandale. Ils récupèrent leur fille. Les parents des garçons, vous savez, dans la région du centre, dans certaines tribus, c'est normal qu'une fille vienne s'installer chez un garçon. Les parents ne trouvent pas du mal à cela. Alors la fille vivait là dans la chambre avec un garçon, avec le jeune garçon en question, qui devait être son aîné peut-être de 8 à 10 ans. Alors lui, il était un peu plus aguerri dans ces choses par rapport à la petite fille naïve. Alors les parents récupèrent la jeune fille, ils la ramènent chez eux. Elle fugue, elle rentre chez le gars. Les parents vont la chercher, elle fugue, elle rentre chez le gars. Elle a arrêté ses études, elle ne paye pas de mine, elle est vraiment pas jolie à voir. Bref, c'était pas ça, c'était pas trop ça. Malgré tout ce qu'ils ont fait, on a amené la jeune fille chez des puissants marabouts, ils ont travaillé, ils ont dit que le gars l'a charmée. Elle fugue, elle rentre là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Ce qui s'est passé, c'est que c'était son premier garçon. Ce garçon l'attendait à la sortie des cours. Il lui faisait une cour assidue. Et elle est tombée amoureuse de lui et ils sont allés passer à l'acte sexuel. Et comme c'était une jeune fille qui était vierge, qu'est-ce que le gars a fait? Très malin. Il a cherché un œuf. Après le rapport sexuel, il a pris le sang de la fille. Donc pendant le rapport sexuel, il demandait est-ce que tu m'aimes? Elle dit oui. Est-ce que tu es prêt à vivre avec moi? Donc il a d'abord fait un petit lessivage. Pour être sûr qu'il tenait la fille et qu'elle est attachée à lui. Alors il prend le sang de virginité de la jeune fille, il met sur l'œuf. Et quand il finit de mettre sur l'œuf, il fait jurer fidélité à cette fille et il lui dit que si elle fait 2 semaines loin de lui, elle meurt. Si elle fait 2 semaines loin de lui, elle meurt. Et lui aussi, il va mourir. Si elle le trompe, elle meurt. Si. Donc, il donne tellement de conditions à la jeune fille. Alors, ce pervers narcissique la tenait ainsi. Et elle était là. Elle a même conçu, elle a accouché dans une misère pas possible. Les parents, ne sachant plus quoi faire, à un moment, ils l'ont abandonnée. Mais quand ils la voyaient ne payer pas de mine, elle était devenue maigre, moche et tout. Alors les parents étaient là, les parents ne savaient pas quoi faire. Alors finalement, les parents ont accepté la relation. Elle a accouché dans cette relation, elle a accouché. Et les parents ont commencé à l'entretenir. Parce que malgré tous les efforts qui étaient fournis, elle ne quittait pas ce feignant. Elle ne partait pas de là et on ne comprenait pas pourquoi. Alors le déclic, lui, il arrive comment? Vous savez, quand un pervers tient sa proie, il oublie souvent que l'élève finit par grandir et dépasser le professeur.
Alors, elle subit des infidélités, elle subit la violence physique. Toute la famille du gars est au courant. Au point où quand la belle-mère dit tu laves mes habits et j'oublie. C'était si l'œuf se casse, tu meurs. Donc quand on lui demande de se soumettre à une tâche et qu'elle refuse, on la menace de casser l'œuf. Et elle n'avait pas le droit d'en parler à quelqu'un. Lui pouvait en parler parce qu'il n'avait pas fait le vœu de silence, mais elle ne pouvait pas en parler. Si elle dit à quelqu'un, elle meurt. Donc c'est un rite de la famille, comme il lui avait fait croire. Alors elle a subi cette relation pendant 10 ans. Subi cette relation pendant 10 ans. Alors un jour, devant une énième infidélité, elle va trouver le gars au bar avec une belle femme, en fait une dame aussi. Et quand elle parle, le gars dit fiche-moi quand tu vas m'attendre à la maison et machin, comme il faisait d'habitude. Hein. Oh, je ne sais pas comment elle avait eu le déclic finalement. Elle avait compris qu'elle se faisait arnaquer, qu'elle se faisait manipuler par ce jeune homme. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle est rentrée à la maison. Elle a elle-même pris l'œuf et elle est allée vers le garçon. Il lui a dit fais attention, si l'œuf la touche au sol. Il dit cet œuf avait minimum 12 ans. Ça fait 12 ans que cet œuf était conservé sous leur lit. Protégé parce que si ça se cassait, elle mourrait. Alors elle a tapé cet œuf sur la tête de ce jeune homme. Imaginez-vous un œuf qui a 12 ans d'âge. Elle l'a tapé ça sur la tête. Elle a dit mais attends que je meure. C'est comme ça qu'elle ramasse ses effets. Elle rentre chez ses parents. Quand elle arrive chez ses parents, mais on est surpris. Elle est revenue avec son fils. On est surpris. On dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on va l'appeler Marlise. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est en larmes et c'est là où elle dit toute la vérité. C'était ce pacte-là, fait avec un œuf et le sang de sa virginité, et auquel elle croyait qu'il la tenait prisonnière dans cette relation toxique où elle a perdu plus de 12 ans de sa vie. Alors voilà ma petite histoire. En fait, qu'est-ce que je veux? La moralité ici, c'est quoi? Je le dis toujours à mes enfants. Chaque fois que quelqu'un va te dire, tu dis à quelqu'un, tu meurs, c'est qu'il a peur. Tu ne mourras pas, t'inquiète pas. Il a peur. Et les jeunes enfants, c'est ça. On joue sur leur psychologie parce que le parent est tellement rigoureux, le parent est tellement regardant, le parent est tellement sévère que l'enfant, tellement il a peur du parent qu'il lui cache certaines informations. Apprenez à communiquer avec vos enfants. Ça limitera les risques de manipulation et autres. Bonne soirée à tous. Commentez, likez, partagez. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonjour DMGTV. Je te raconte, aujourd'hui c'est le 15 juillet. Je te raconte ici, je vais te raconter aujourd'hui l'histoire d'un jeune Nigérien qui voulait absolument être brouteur. Alors la famille, comme d'habitude, on like, c'est appuyé sur le pouce bleu là. Ce n'est pas du tout payant, ça ne coupe pas vos unités et trucs comme ça. Donc on like, on partage et on commente surtout. Commentez, dites ce que vous pensez, dites si vous croyez aux histoires ou pas, si vous donnez des conseils. Les conseils ne sont pas, comment dire, de donner des conseils. Dites ce que vous pensez en fait, c'est très important parce que nous lisons tout. Généralement quand j'écoute les vidéos d'MGTV, je lis un peu les conseils du bas, même sur TikTok, et je peux vous assurer, j'ai lu des commentaires vraiment très intéressants sur une histoire, des histoires des comas là, les enfants arrangés là. Au Congo, il y avait un Congolais qui avait raconté une histoire, non Camerounais qui avait raconté l'histoire de sa copine congolaise, celle qui était morte en accouchant. Elle avait accouché, elle était morte là. Et il a découvert que c'était une enfant qui avait été consacrée en fait à rapporter la richesse à la famille. Si vous vous souvenez de l'histoire, je l'ai vu sur TikTok et les commentaires en bas, il y a un monsieur qui est venu expliquer les rites. Il a expliqué d'autres rites. Hein. Comment est-ce qu'on donne on donne des totems ou bien ils appellent ça quoi, des trucs de famille, je ne sais plus comment on appelle ça. Donc des trucs qu'on passe de famille en famille, on donne à quelqu'un, avec ça tu attires l'argent, mais c'est pour aider la famille. Et parfois la personne à qui on donne ça quand il est bébé, il ne sait pas généralement, ou bien bon, on ne lui demande pas sa permission.
Et généralement, la condition, tu ne peux pas te marier, parfois tu ne dois pas faire d'enfants, tu ne peux que faire de l'argent et puis aider toute la famille. Donc, vraiment, je vous en prie, écrivez. Il y a des gens qui lisent, écrivez vraiment. Dites ce que vous pensez. Si peut-être vos grands-parents, ceux qui ont encore la bénédiction d'avoir des grands-parents, des ancêtres près d'eux, des arrière-grands-parents, posez-leur des questions, demandez-leur des conseils et partagez avec nous, s'il vous plaît. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Ok, merci. Donc, je vais vous raconter l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. C'est l'histoire d'un jeune garçon. Il était dans une université. Ses parents, un jeune garçon de famille moyenne, normale, au Nigeria. Ses parents l'inscrivent dans une bonne faculté, une bonne université, tout ça. Mais vous savez, aujourd'hui, généralement avec le net, avec les réseaux sociaux et la vidéo, on veut absolument que tu dois avoir le dernier iPhone, la dernière Jordan, le dernier téléphone, vous voyez un peu, la dernière greffe, la dernière je ne sais pas quoi, le dernier sac. Alors parfois les enfants, ça leur suffit plus ce que leur donnent leurs parents, même si les parents se battent comme de beaux diables pour leur fournir le meilleur d'eux-mêmes. Mais ils veulent plus tout simplement, ils veulent plus. Ils ont honte de sortir les téléphones simples de la poche, ils veulent le dernier cri, En fait, c'est ça, l'image, le label est devenu plus important que la vie. Alors, le gars, il y avait dans la faculté un groupe de garçons. Comme dans toutes les facultés, il y a toujours un groupe de garçons et de filles. Ce sont les nombrils de la fac. Et il s'est alors rapproché d'eux, il a tout fait, il s'est battu pendant des mois pour se rapprocher pour être accepté dans leur cercle. Les gars ne vivaient pas dans la faculté, ils ne louaient pas dans le campus université, ils louaient à l'extérieur dans un très beau duplex. Et ils étaient tous là ensemble. Ils étaient 3 garçons, si je me trompe, oui, je crois 3. 3 ou 4, non 3 je crois. Et les véhicules dans leur truc et tout ça, les gars qui allaient en discothèque et donnaient à boire à leurs professeurs, ils invitaient leurs profs en discothèque et tout ça. Le gars, lui, c'était le genre de vie qu'il aimait. Alors, il est devenu un peu comme l'Unchinda, dont il était toujours là derrière eux. En fait, lui, il voulait se faire accepter pour pouvoir demander, les gars, comment vous faites? Parce que lui, il se disait que c'était le 419. Il se disait que c'était les scammers. Donc lui, il se disait que non, c'est ce que les gars là font. Je vais tout faire pour qu'ils m'apprennent, pour qu'ils me mettent dans les réseaux et je puisse aussi me faire ce genre d'argent, avoir ce genre de vie, la discothèque, les belles filles et tout ça. Il insiste plusieurs fois, il demande, et chaque fois qu'il demande, les gars, ils seulement disent que mon frère, tu sais quoi, tu es avec nous. Enjoy life, brother, enjoy life. Donc, fais-toi plaisir et tout ça et arrête là, ne demande pas plus. Mais il a tellement insisté, un jour, il s'est rendu compte que l'un des jeunes hommes était en fait un peu comme leur chef, leur leader. Il a réussi plusieurs fois à l'avoir seul et il lui a demandé, il a dit s'il te plaît, quel que soit ce que vous faites, dites-moi, je vais faire. Tu vois que je suis qu'un gars calme, je tiens ma bouche et tout ça, tout ce que je veux c'est aussi vivre comme vous et tout. Le gars le regarde, le gars dit, tu sais quoi, va réfléchir, tu veux réfléchir encore, tu reviens. Le gars a insisté, il s'est dit que bon, on ne voulait pas lui montrer parce qu'on voulait être sûr qu'il n'allait peut-être pas les trahir, tout ça. Il a continué dans l'insister. Alors un jour, le gars dit, tu es prêt à tout? Il dit, je suis prêt à tout. Lui, il se disait que le tout là, peut-être, ça allait se laver dans un cimetière, sur une tombe ou un truc et tout ça. Lui, ce qu'il voyait, c'était le haut niveau. Alors, son ami, celui qui était devenu son ami, lui dit, ok, tu as ton passeport? Il dit, oui. Il dit, ok. Tu ne dis rien à personne. Tel jour, il avait dit un jour, je ne sais plus, c'était demain, viens ici avec ton passeport et tout ça. Il n'en parle à personne, Le gars vient, à sa grande surprise, bon, ils vont à l'aéroport, destination Ghana. Bon, il avait son passeport, donc ce n'était pas aussi une très grande surprise. Destination Ghana. Ils arrivent au Ghana, un véhicule luxueux les attend. On les amène dans une très grande villa, dans un quartier super chic. Ils arrivent là, on les fait entrer, ils arrivent, ils sont en bas, le gars est à l'aise, son ami, celui qui l'avait amené, il se sert et tout ça. Il n'attend pas le propriétaire ou un truc, il se sert, il voit, il s'assoit. Il dit à l'autre que non, calme-toi, attends, c'est comme ça ici, calme-toi, tu fais ce que tu as fait, tu te calmes,
Quand il aura le temps, il sait que nous sommes là. Il sait déjà que nous devions arriver, nous attendons. Il doit être occupé. Quand il pourra, il va descendre. À un moment donné, un monsieur descend là, monsieur en djellab blanc, la djellab, les boubous des musulmans, la djellab, la robe blanche là. Il descend, il le regarde, il sourit, vient, il cause avec lui. C'était pas, il disait quelqu'un de la quarantaine à peu près. Il tape les commentaires et tout ça. Et puis après, il dit, ok, bon, si tu es arrivé ici, c'est que je t'ai déjà accepté. Et quand du moment tu es arrivé ici, tu ne peux plus rentrer. Et l'autre, son ami, se lève, dit, ok, c'est ici que ton voyage commence. Et moi, je ne peux pas rester ici, il faut que je rentre. Je ne peux pas rester, je vais rentrer et je te laisse ici. Maintenant, c'est ici que ton voyage, c'est entre toi et ton ange gardien. Moi, je vais rentrer parce que si quelque chose t'arrive, sache que si tu sors d'ici vivant, you are made, man. Tu es arrivé, tu as percé. Mais il y a les risques que tu ne sortes pas d'ici. Mais personne ne saura que je t'ai amené ici parce que tu n'as dit à personne. Moi, je n'ai dit à personne. Il dit bonne chance. Il part. Le gars, son corps fait un boum. Il dit hey. Si c'était au moins son Nigeria, j'allais dire que je peux sauter la barrière, courir. Je suis dans un autre pays et tout ça. En tout cas, mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Le monsieur le regarde, cause encore avec lui calmement et tout ça. À un moment comme ça, il regarde sa montre, il dit il est temps. Il dit que le monsieur change complètement. C'est comme si c'est une autre personne qui est devant lui. Ce n'est plus le gars blagueur, bavardait, riait, buvait avec lui. C'était déjà devenu quelqu'un d'autre. C'est comme s'il avait été possédé par quelque chose. Là, maintenant, se trouvait devant lui un maître. Il a senti l'énergie, tout avait changé. Il le suit, le monsieur. Il suit maintenant le monsieur dans un couloir. Puis le monsieur arrive devant une porte. Il frappe à la porte. Il frappe à la porte de certaine façon. Puis il ouvre la porte. Il y a des escaliers qui descendent. Ils descendent. Il se dit que mais le monsieur frappe à la porte. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière qui allait ouvrir et tout ça? Non. Des escaliers qui descendent. Ah, mouillé, c'est mouillé, pas de mouillé sec. Le gars descend. Il arrive en bas. Il voit une grande salle. Il faisait un froid de chien en bas. Il se demande, mais attends, il fait une chaleur ici en haut. Bon, il y a la climatisation, mais pourquoi il fait aussi froid ici? Il marche, il voit une pièce, une porte fermée. Après, il voit une autre dans un coin. Il avance seulement, il va direct. Donc, il suit le monsieur. Le monsieur s'assoit sur un truc et tout ça, lui demande de s'asseoir par terre et il commence à lui à faire des trucs, des machins, des incantations. Puis il demande, lève-toi, viens laver ta main ici. Il lave sa main dans une calebasse en terre. Il lave sa main, il lave son visage. Le monsieur lui dit, prends le mouchoir si tu t'essuies. Prends un mouchoir, il y avait un mouchoir là, il s'essuie. On dit, pose le mouchoir là, il pose. Prends la calebasse, va dans la pièce là, ouvre, tu vas déposer la calebasse. Il part, il ouvre, il va déposer la calebasse. Horreur dans la pièce, il y avait les parties des femmes, donc il y avait comme des étagères, c'était un peu comme si tu es dans un dépôt, il y a les rafts, des étagères avec des plateaux posés. Il dit qu'il y avait seulement les organes de femmes, les seins, le sexe, les clitoris, il est resté là, il était horrifié, il est sorti de là, il est allé, il a posé sa calebasse et il dit qu'il y avait au moins une trentaine de calebasses là-bas aussi, hein, avec de l'eau à l'intérieur, donc avait un liquide, lui c'était de l'eau, il supposait parce que franchement avec ce qu'il voyait, l'endroit où il se trouvait, il était déjà mort. Il pose, il sort, il revient en tremblant, il ne peut pas fuir. Tu vas fuir comment, pourquoi? Il va, il s'assoit, le monsieur fait des trucs, fait des rituels, il n'a pas voulu décrire tous les rituels, puis il dit à un moment, le monsieur l'amène dans une autre pièce. La pièce était complètement sombre, c'était carrément peint en noir. Il y avait un truc, des signes dessinés avec des trucs sur le sol, avec la craie sur toute l'étendue de la pièce. Le monsieur s'arrête au niveau, il y avait un cercueil posé au milieu. Il lui dit, va, marche, va et entre dans le cercueil. Va, tu es dans le cercueil. Il dit quoi? Il dit oui, va, entre, tu es dans le cercueil. C'est le dernier truc. Il part, il entre, le couvercle se ferme. Après, il dit à un moment, il croit qu'il a un peu somnolé. Le cercueil s'ouvre, le monsieur lui dit sort. Il sort, il revient rejoindre le monsieur. Le monsieur dit que tu as réussi, l'étape est finie. Il ressort de là, la porte se ferme. Le monsieur dit, tu es allé dans le monde des esprits, je ne sais pas quoi faire, quoi, on t'a donné, ils ont accepté.
Ils t'ont accepté. Si tu étais mort, tu mourrais dans le cercueil, là, ton corps disparaissait. Mais le fait que tu es sorti, ça veut dire qu'ils t'ont accepté. Donc, ils vont travailler pour toi. Le gars, et on dit, tu as fait 7 jours. Le gars dit que c'est la partie qui l'a le plus choqué. Il dit, il ne sait pas pourquoi. Ça l'a choqué encore plus que les parties de femmes qu'il a vues dans l'autre pièce. Ça l'a choqué encore plus. Comment ça, 7 jours? J'ai fait comment? Il dit qu'il a eu l'impression qu'il a juste somnolé. Comment il a fait 7 jours dans le cercueil? On dit, oui, tu as fait 7 jours. Et le monsieur lui explique alors les trucs. Et puis après, un des trucs qu'il lui a dit, il lui a donné un mouchoir blanc. Il a donné, il a dit que maintenant, ce que tu vas faire, tu pars, tu vas... en fait, le business que nous faisons, ce n'est pas le 419. Sache que le 419 et tout ça ne marche plus. Les Blancs ne les appellent plus au téléphone pour... on mange plus un junju et puis après on leur parle, ils envoient leur argent et tout ça. Non, les gens qui font encore ça, c'est avec les cartes, les gift cards. Tu vois dans les magasins ici, tu peux par exemple acheter les gift cards sur Amazon ou un truc comme ça, ou Walmart, tu achètes les gift cards. La personne t'envoie plutôt les gift cards en fait. Les gift cards. Et ce n'est jamais, et à cause du 419, ça a été tellement contrôlé que maintenant, les gift cards, il y a un certain taux que quelqu'un peut t'envoyer chaque jour et tout ça. Donc, généralement, ce sont les trucs là que les gens font maintenant. Donc, les 419, que les gens frappaient les millions et tout ça. À moins que tu n'ailles faire un business, là, maintenant, tu mets ta vie en danger. Tu partes directement rencontrer les mougou et les machins comme ça. Mais sinon, les 419 qu'au téléphone, les love scammers, romance scammers, là, non, ça ne marchait plus. Il a dit non, ce que nous faisons, nous vendons ici les âmes. Le gars dit pardon. Il dit que non, je veux faire comme mes amis. Il dit que c'est ce qu'ils font, ils vendent les âmes. Aujourd'hui, ce que nous faisons maintenant, c'est dans la vente des âmes. Il y a les esprits ont besoin de l'énergie, les humains et tout ça. On vend les âmes, on vend les énergies. Donc apparemment, je ne sais pas si énergie ça veut dire étoile et tout ça, mais ils ont dit qu'on vend les énergies parce qu'il y a des gens qui entrent dans des trucs et ils font des machins et c'est plutôt ils ont plutôt besoin d'énergie. Ils ont plutôt besoin d'énergie et ils payent cher pour avoir cette énergie parce qu'ils dépensent cette énergie dans de mauvaises choses et alors ils ont besoin de prendre l'énergie de quelqu'un d'autre pour remplacer. Sinon, ils vieillissent rapidement, ils meurent. Sinon, ils vieillissent rapidement, ils ont des maladies pas possibles et ils meurent. Alors, nous vendons les énergies, nous vendons les âmes. Le gars reste là, il se dit, mon Dieu, je voulais juste être un scammer. Je suis devenu un grand sorcier. Le monsieur lui donne alors, il dit, tu rentres là-bas en moins de 2 semaines. D'abord, il faut que tu aies rencontré une fille, que tu couches avec elle. Tu couches avec elle et quand elle arrive, il faudra, après avoir couché avec elle, il faudra que tu les suis avec, il faudra que tu la convainques, il faudra qu'elle se suie avec ce mouchoir, souvent tu les suis avec ça. Tu les suis avec ça et tu mets dans, on a donné une calebasse, tu mets dans la calebasse. C'était une petite calebasse, c'était un petit truc un peu comme ce que les gens boivent au village, les petits calebasses là. Tu mets dans la calebasse là, tu vas faire la prière qu'on te dit et puis après la calebasse va partir, donc le truc va partir, tu vas nous envoyer le truc et ne t'en fais pas. Et puis après tu coupes telle partie sur la fille. Donc quand tu auras fait ça, elle ne va pas se réveiller, tu coupes telle partie. Et ton ami va te dire comment faire et ça va nous parvenir. Le gars reste, il regarde, il ne comprend pas, son cerveau bug. Il dit pardon, je croyais que c'était fini, que j'allais juste aller. On dit que non, c'est ce que tu vas devoir faire et tu vas devoir nous envoyer tel nombre de filles chaque année. Le gars, son cerveau bug. Ce n'est pas ce qu'il voulait. Il voulait juste être scammer. Scammer les vieilles dames blanches qui sont à la recherche d'amour et tout ça. Il voulait juste être scammer. Il ne voulait pas être en train de tuer quelqu'un ou bien ou tuer des filles. Et puis en plus découper. Ce n'est même pas qu'il tue seulement, mais il faut encore découper. Mais il dit que quand il est arrivé, ses amis l'ont accueilli. Ils lui ont dit, ok, broda, maintenant tu comprends, tu sais, viens... tu peux acheter des maisons et tout ça, mais tu ne peux pas vivre dans ces maisons-là, tu ne peux vivre que dans les hôtels. Là, raconter des trucs comme ça, il arrive dans les hôtels et tous ces trucs-là. Et il dit que ce qui l'a choqué, la première chose qui l'a choqué, c'est que la même année, 2 de ses amis sont morts. Et celui qui l'a amené être initié, dans le chef du groupe là, du trio, celui qui l'avait amené être initié, et là, un autre, ils sont morts. Et il dit qu'ils sont morts dans des accidents tellement bêtes. Du style, il partait juste, il prend sa voiture pour aller quelque part, on ne sait pas pourquoi, il vire un peu, il cogne un arbre. Donc, du style cogné juste, même le pare-choc ne peut se mettre légèrement plié, mais le gars à l'intérieur meurt.
Et de le deuxième, la même chose, toujours sur la route. Il dit que c'était tellement bête, c'était incompréhensible. C'est ce qui lui a fait peur et tout ça. Et puis après, il fait les cauchemars parce qu'il avait déjà eu sa première victime. Et malheureusement, bon, je ne veux pas dire malheureusement que Dieu me pardonne. Heureusement que il a commencé à regretter, En fait, il n'était pas vraiment fait pour cette vie-là. Il a commencé à regretter. Il est en anonymat, il a envoyé son histoire. Il dit qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver parce que l'autre ami est déjà malade, donc apparemment, en fait, on prend les âmes des autres, on vend aussi le tien. Donc, la famille, je ne sais pas ce que vous pensez de cette histoire, mais faites attention à vous, prenez soin de vous. Protégez-vous, sachez que maintenant, il y a des gens qui sont là dehors, ils sont là pour acheter des âmes. Donc vraiment, ils sont là pour acheter des âmes. Des jeunes sont envoyés un peu partout. Et un conseil, s'il vous plaît, j'ai suivi un maître malien, je crois qu'il est malien, qui expliquait, il disait qu'il y a des gens qui sont envoyés, des jeunes filles, elles sont envoyées avec, on remplace leur utérus, elles sont envoyées avec l'utérus de chèvres, de chiens, et il a dit quoi encore là? Chèvre, chien, et gueule de serpent, il a dit chèvre, chien et la gueule du serpent. Elles vont spécialement, on envoie ces gens-là, on les envoie dans des pays où on les loge très bien, tu vois, elles sont bien logées, elles sont pimpantes, elles ont voiture, ou bien même si elles n'ont pas voiture, elles ont une belle vie, tu vois, elles attirent de jeunes garçons, elles attirent des messieurs mariés et tout ça, elles savent ce qu'elles cherchent, elles sont initiées dans ces trucs-là. Il disait qu'il y a des sectes, elles sont initiées, des jeunes gens, on leur dit par exemple, tu vas apporter pendant 2 ans, on veut peut-être 90 âmes ou 80 âmes de toi. Et elle part dans un autre pays, elle va coucher, chaque fois qu'elle couche avec un monsieur, c'est fini pour toi. Et il disait que maintenant, quand elle fait ça, la chèvre à qui on lui a donné l'utérus par exemple, va faire des petits de l'autre côté. Donc chaque fois qu'elle reçoit un homme et il verse dans elle, la chèvre de l'autre côté accouche. Et maintenant, ces gens-là, les gens à qui on vend ça, ces gens-là, on leur propose, par exemple, quelqu'un vient par exemple, il dit, ok, peut-être qu'il n'a pas suffisamment d'énergie ou bien il veut de la chance, il veut ceci, il veut cela. On lui dit, ok, bon, on a un qui vient de naître là. En fait, c'est un peu comme si on accouche ton sosie quelque part, une chèvre, tu pars, tu te rencontres une fille, tu verses dans elle, et le sosie, on accouche ton sosie, la chèvre de l'autre côté qui appartient, le vagin, l'utérus, accouche ton réplica de l'autre côté, et les gars viennent, c'est là-bas qu'ils achètent, oui, bon, on va alors prendre ceci, tu es là, tes affaires ne marchent plus, ou bien peut-être si quelqu'un voulait comment dire, il avait perdu de l'énergie, il était dans un combat spirituel ou bien il a fait quelque chose de spirituel, on l'a frappé lourdement, il a besoin d'énergie, sinon il va mourir. Il part là-bas, il dit par exemple qu'il a besoin de tel nombre d'années, on prend le truc, on lui donne, il paye, on fait ce qu'on a fait, on lui transmet des trucs. Toi, tu fais un accident bête de l'autre côté, tu vas séparer une bagarre, on te cogne, on te gifle, tu tombes, tu meurs, on fait les trucs. Donc, il y a une vente pas possible maintenant dans le monde astral d'âmes humaines, d'énergie, de la vie des gens, de plein de trucs, franchement. Donc, faites attention. Et les garçons aussi, le monsieur disait que, parce qu'on lui a demandé, mais le vagin, ok, elle met par exemple la gueule du serpent. Il dit, oui, elle met la gueule du serpent. On dit, mais pour les hommes, alors, il dit que les hommes, prennent la langue du serpent. Il va maintenant, quand il va coucher avec une femme, après tu entends, oh, les asticots sont sortis. On a déjà vidé, on a pris ton énergie, on a tout pris, tu es en train de pourrir. On a vendu ta vie, on a vendu ton énergie vitale. On a vendu, tu dessèches là, tu vieillis là devant les gens te regardent, on dit mais qu'est-ce qui arrive à la fille ici, qu'est-ce qui ne va pas, c'est pas la fille qui brillait, ce n'est pas, on a vendu ta lumière, on a vendu ton énergie vitale ou bien ta vie, selon la personne qui achète de l'autre côté. Donc c'est ce que c'est un maître malien qui expliquait ça, je vous assure. Il expliquait des trucs, il disait faites attention, il y a un commerce. Et vous vous souvenez que chaque fois, le maître de l'ombre dit, faites très très attention quand vous marchez là dehors. Parmi nous, il y a des gens qui sont des êtres humains, il y a d'autres qui ne sont plus des êtres humains. Franchement, la famille, sachez qu'il y a des jeunes qui sont dehors, ils sont en train de faire un business. Ce n'est plus le 419 et tout ça, non.
Il y a des gens qui sortent là, c'est pour la vente des âmes. Ils sont à la chasse. Monsieur l'homme de l'ombre vous dit tout le temps, faites attention, les chasseurs sont dehors. Il y a des gens maintenant qui sortent, c'est ce qu'ils cherchent. Ils sortent, des jeunes, on les met dans les facultés, on les met dans les universités, dans les quartiers. Tu vois, le jeune qui grove toujours, il fait les charters sur les tables. Le gars est en mission. Il part de son pays, il vient, il frappe au Cameroun. Quand il part du Cameroun, il frappe, je ne sais pas, dans tel autre pays. Il fait ses 90 filles, ou je ne sais pas combien, ce qu'on lui demande selon le besoin. Il fait ça, il rentre, il a son argent. Bien sûr, bon, je ne sais pas si eux aussi à la fin, on ne les prend pas. Donc, je ne sais pas trop. La famille, désolé, c'était une longue histoire, mais bon. Je suis vraiment désolé. J'espère que ça va nous aider. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour DMG. Bonjour la famille DMG. Bonjour l'équipe DMG. Bonjour à tous ceux qui like, qui partagent, qui commentent. Merci à tout le monde pour le travail abattu. Merci pour l'effort que chacun fait pour agrandir cette communauté-là. Et ce matin, j'ai une histoire. J'ai fait cet audio-là depuis Abidjan. Il faut dire que quand j'étais enfant, j'étais avec ma famille à Gagnoua. Il faut dire qu'à Gagnoua, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Vraiment, j'ai fait toute mon enfance là-bas. Voilà, donc ne vous étonnez pas quand chaque fois j'ai fait mes audios et je parle de Gagnoua. C'est parce que je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Donc, presque la moitié de ma vie a été là-bas. Donc, je disais que pendant mon enfance avec la famille, puisque la femme de mon papa, elle aimait les travaux champêtres. Voilà. Mon papa, lui, travaille, mais sa femme, elle aime les histoires de chants là, chants de manioc, chants de gombo, chants de maïs. Vraiment, elle aime bien ça. Bon, son mari aussi ne fait que financer, il lui met les moyens. Et elle prend les gens pour défricher, elle prend les gens pour labourer. Et une fois, on a reçu un monsieur à la maison. En tout cas, il était venu pour travailler. Et en même temps, il logeait chez nous. Puisque on était de la même ethnie. Donc, il logeait chez nous et puis il travaillait pour nous en même temps. Et donc, ce monsieur, il était très courageux. C'est pour cela même la femme de mon papa l'aimait beaucoup. Quand il va défricher, le jour il doit aller défricher. Je vous assure, quand il défriche, tu dois penser que c'est deux personnes qui étaient en train de travailler là. S'il doit aller nettoyer en bas du maïs ou bien le manioc, tu vas penser que c'est deux personnes qui ont travaillé ce jour-là. Et le jour même que la maman lui dit, que si tu vas au champ, en revenant, s'il te plaît, ramène-moi un peu de fagot de bois. Mais je vous assure, quand le monsieur là prend le fagot de bois, vous allez penser que c'est 3 personnes qui ont chargé ce fagot de bois là pour venir. Le fagot de bois est costaud, il attache ça beaucoup et puis il charge, il envoie. Mais seulement ce monsieur là, il était un peu mystérieux, il était un peu bizarre. Il avait tendance à parler seul. Et quand il parle seul, il y a un nom qu'il prononçait chaque fois. Hey awa, awa etento. Il parle ça en djoula. Voilà. Il parle ça en malinké. Vous voyez? Il parle ça en malinké, en djoula. Awa etemblawa. Awa, je n'aime pas ça. Ça veut dire awa, je n'aime pas ça. Hein. Awa, il faut me laisser. Awa, laisse-moi. Il dit ça en djoula chaque fois. Même un jour encore, on revenait du champ et on a eu l'impression que quelqu'un l'a poussé.
Vous voyez, tu es en train de marcher, puis quelqu'un vient par derrière et puis te pousse. Tu vois la force que tu prends pour aller devant et puis comme si tu vas tomber là. Voilà. C'est comme ça, on l'a poussé. Et puis, quand on l'a poussé comme ça, il a réussi à se maintenir, il a tourné et dit, hey, awa, ni mandine de, awa, je n'aime pas ça de, ni mandine, awa, nte ni fait de, awa, ni mandine, ça veut dire, awa, je n'aime pas ça, hein. Awa, ce que tu es en train de faire là, ça ne me plaît pas. Bon, nous, on ne sait pas ce qui se passe, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Et chaque fois, notre maman disait que celui-là, il a un esprit derrière lui. Il a un esprit qui le fatigue. Donc, nous, ça nous amusait. Donc, un jour, on était là, quand on est là, hey, on répète les mots qu'il dit là. Hey, hawa, hey, hawa. Et puis, ça nous fait rire. Donc, c'est là maintenant que le monsieur va nous expliquer réellement ce qui se passe. Il dit, quand il était plus jeune, qu'il a ramassé une bague. Il a ramassé une bague, une belle, jolie bague brillante comme ça en argent. Une bague en argent qu'il a ramassée. Il a ramassé, il s'est mis ça au doigt, il a porté. Donc quand il a porté la bague, il a commencé à faire des songes. Il voyait une jeune dame dans son songe. Vous voyez comme genre les amis imaginaires là. Voilà. Il voyait la dame, la jeune dame, les deux causaient. Bon, il a presque passé tout son temps à causer avec cette fille-là. Hein? Il cause avec elle. La nuit, elle vient. Souvent, quand elle est seule, elle vient. En fait, c'est lui seul qui voit la jeune dame. Donc, il dit le jour même, le jour qu'il enlève la bague là sur son doigt, qu'il jette, il se réveille le lendemain matin, la bague est couchée au chevet de son lit. S'il l'enlève, il jette, il se réveille le matin, la bague est couchée près de lui. Et que la femme lui a dit que les deux là, ils ne doivent pas se séparer. Donc la femme est dans sa vie maintenant comme sa femme. Il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de femme. Donc, il a tellement duré avec cette fille-là qu'il ne s'est plus remarié. Cette fille était dans sa vie. Et que c'était une sirène. Que c'était une sirène qui était dans sa vie. Que la sirène est rentrée dans sa vie sans son consentement. Que lui ne savait pas. Qu'en portant cette bague en argent là, que la fille qui voyait que c'était une sirène, lui ne savait pas. Et depuis lors, cette fille-là est dans sa vie, en train de la merder. Il ne peut pas s'en débarrasser. Il ne peut pas s'en débarrasser. Donc ça le fatigue. Et que cette fille-là, mais elle est bandite. Que souvent le jour, elle a envie de s'amuser, que lui ne veut pas s'amuser. C'est là, elle vient le taquiner, elle vient le taper, elle vient le toucher. C'est là, souvent, il dit, hey, awa, ni fait, awa, laisse-moi. Hey, awa, laisse-moi. Qu'elle est bandite. Souvent, elle a envie de s'amuser. Lui, il n'a pas envie de s'amuser. Alors, lui, elle veut s'amuser. Donc, elle vient le taquiner. Donc, il dormait au salon avec mes grands frères. Que souvent, même la fille, la femme, là, vient se glisser au milieu d'eux pour dormir avec lui. Donc, c'est là, elle nous a dit que faut pas, on va ramasser les choses par terre. La clé, bague, porte-monnaie. Je dis vraiment, il ne faut pas qu'on ramasse. Que si on voit ce genre de trucs par terre, il ne faut pas on va ramasser. Que souvent c'est des objets pièges. Voilà. Que c'est des appâts. C'est des appâts que les esprits mauvais, les esprits la lancent comme ça. Que c'est des appâts. Maintenant quand tu prends et il s'introduit dans ta vie. Et c'est ce qui a été lui son cas. Que la femme sirène là est dans sa vie. Il n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est là, mais nous, on lui a dit, mais il faut aller au village. Hein, il faut aller au village, ils vont faire des travaux, vont te soigner pour l'enlever derrière toi. Il dit ouais, qu'il a compris que s'il a eu l'argent, qu'il va aller dans son pays pour aller se faire traiter. Sinon, la fille sirène là la met trop. Il ne sait plus quoi faire.
Voilà. C'est là mon histoire. Donc la moralité de cette histoire-là, c'est le conseil que l'oncle là nous a donné, que de ne pas ramasser les bagues qu'on trouve par terre, ne pas ramasser les clés qu'on trouve par terre. Ouais, souvent, pour les clés là, peut-être que quelqu'un a perdu les clés de sa maison. Bon, on ne sait jamais. Ça reste toujours à vérifier. Hein? Ça reste toujours à vérifier. Est-ce que cette clé-là, c'est une bonne clé? Tu vas prendre ça. Peut-être que c'est la clé de quelque chose. C'est la clé d'un génie. C'est la clé d'un esprit. Tu ne sais pas. Vous voyez? Donc, la moralité de cette histoire-là, c'est les conseils que l'oncle a donnés. Est-ce que c'est pas bon de ramasser les choses par terre? Donc, vraiment, c'était là mon histoire. Et merci et bonne écoute à vous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez et surtout donnez de la force. Partagez dans tous les groupes WhatsApp, tous les groupes Telegram, Facebook et ainsi de suite. On se reprend demain à 12h00 pour 6 autres histoires mystiques. Ciao, bye bye, portez-vous bien.